Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Supabase avec Flutterflow. Donc un petit rappel par rapport à Supabase. Donc Supabase fait partie des 4 backends que Flutterflow supporte. Donc il y a tout d'abord Supabase, que je vais présenter après. Ensuite, il y a Firebase. Donc c'est le backend le plus utilisé dans le monde du développement mobile. Donc il y a Google derrière. Le problème de Firebase, c'est que c'est un produit de Google, donc c'est un produit fermé. Et à un moment donné, si vous voulez sortir de Firebase, ça va être difficile parce que c'est un produit qui n'est pas open source. La troisième alternative que vous avez, c'est d'utiliser des API que vous allez développer vous-même. Donc c'est des API REST. Donc ça, généralement, soit vous créez à partir d'un vrai projet, donc vous faites appel à des développeurs qui vont développer des API pour vous, ou soit vous utilisez un outil API, un outil de no-code pour créer un backend, donc par exemple Xano. Donc la première chose que vous allez faire quand vous voulez utiliser Supabase, c'est de vous connecter bien entendu au site de Supabase qui est supabase.com. Et une fois à l'intérieur, soit vous avez déjà un compte, soit vous créez un nouveau compte. Et sur Supabase, il y a plusieurs modèles de pricing, donc vous pouvez démarrer à partir de 0$, ce qui est déjà pas mal pour commencer. Et après, on peut monter jusqu'à 25$ et puis un peu plus cher. Il faudra les contacter. Donc l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que vous n'êtes pas enfermé avec Supabase. Si jamais vous voulez sortir plus tard, vous pouvez toujours le faire. Parce que derrière, le produit open source qui est utilisé par Supabase, c'est la base de données relationnelle PostgreSQL. Et PostgreSQL, n'importe quelle équipe de développeurs en fait est capable de l'utiliser comme solution de persistance. Donc une fois que vous avez créé votre compte, on va vous demander en fait de créer un nouveau projet. Donc là, je vais nommer mon projet YouTube Tuto et je vais lui donner un mot de passe, un mot de passe robuste. Et là, je vais donner une région en fait pour améliorer les performances. Donc comme mes utilisateurs ils sont principalement en Europe, je vais sélectionner Europe de l'Ouest et je vais choisir comme pricing plan free à 0$ par mois et je crée mon projet. Une fois que j'ai créé mon projet, je peux commencer à créer des tables. Donc contrairement à Firebase où les données elles sont stockées sous forme de JSON, il faudra en fait, quand on utilise Supabase, revoir ces bases en SQL également, surtout en SQL en fait, parce que c'est des bases de données relationnelles qui sont manipulées dans Supabase. Donc là, je vais dans Database. Ah, il est en train de régler le projet, c'est pour ça. Donc, hop, table editor, je crée une nouvelle table que je vais appeler Teams ou Team. Généralement, même si il y a de nombreuses données, on privilégie le singulier. Donc à l'intérieur, équipe. Et une fois que c'est fait, je vais rajouter les colonnes, name, qui va être varchar. Varchar, ça correspond à une chaîne de caractères, à du texte. Et email, qui va être également du texte. Donc je vais mettre également varchar. Varchar, ça dépend des gens. Donc là, je sauvegarde. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rajouter des données. Donc je vais rajouter des données. Hop, l'ID, il va être incrémenté de manière automatique. Et le name, je peux mettre n'importe quel name. Donc hello@flutterflow.fr. Je vais rajouter une autre ligne comme ça, au moins on en a plus. Ça trop. Simon. Bonjour @flutterflow.fr. Donc là, vous avez votre base
maintenant, on va aborder la configuration côté Flutterflow. Donc une fois qu'on a fait notre configuration dans Supabase, on va faire commande K et on va aller dans Supabase, App Settings. Et ce qu'on va faire, on va recopier, on va récupérer ces deux informations-là. Donc il y a l'API URL et la non-key depuis Supabase. Donc, pour cela, on va dans Supabase et on va dans Project Settings. Et là-dedans, il y a une section qui s'appelle Project Settings qu'on va recopier. Et là, on va mettre ces informations-là, API URL ici. Et pareil, pour la non-key, on va recopier et qu'on va mettre également ici. Et on va récupérer le schéma. Si vous avez le nom des tables qui s'affiche là, c'est-à-dire que la connexion s'est bien passée. Et maintenant, on peut passer à l'étape suivante qui est la création d'une page tout simplement qui va afficher chacune des listes des lignes dans la table team. Donc pour cela, hop, on va créer une page, une nouvelle page. Et je vais partir à partir d'une liste qui existe déjà. On va partir sur celui-là. Template theme. Je vais après team page. Page. Ah, ça existe déjà, apparemment. Team page 1. Créer page. Ah, parce que je l'ai déjà fait ici. Donc pour vous montrer les différentes étapes que je vais faire, je vais quand même le refaire. Donc il y a team page ici et team page 1, en fait à l'intérieur il y a une liste view. Donc la liste view elle va être remplie par les données qui seront dans la tablette team qui se trouve dans Supabase. Donc pour cela, je sélectionne liste view et après je vais faire un backend query et parmi les backend queries qui sont possibles, il y a tout d'abord document from reference qui correspond à du Firebase, API call si jamais on appelait un API. Nous, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est du Supabase query. Donc je clique dessus. Et là, je vais avoir la table que je veux utiliser pour afficher des lignes dans ma liste view. Donc je sélectionne ça et je fais rien d'autre. Je confirme. Donc là, il me dit, comme à chaque fois qu'on appelle un backend query, si on veut utiliser des children, des fils, pardon. Donc là, je confirme, et une fois que je confirme, je peux, en fait, derrière, utiliser chaque élément de ma liste pour afficher le contenu de ma table. Donc là, comme il y a random name, par exemple, je veux utiliser la colonne name de ma table team. Donc déjà, vous voyez à l'écran en fait qu'il y a bien un team row qui s'est affiché, donc ça va correspondre à ma table. Et à l'intérieur, il y a bien entendu les deux colonnes. Donc je sélectionne name pour celui-là et pour celui qui est en dessous, je vais rajouter, je vais plutôt sélectionner email et j'enregistre. Et maintenant, je peux tester. Il y a quelques bugs, je ne sais pas pourquoi il y a des bugs. Ah, parce que j'ai déjà une session d'ouverte. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça ne fonctionne tout simplement pas, malgré les bonnes configurations qu'on a mis en place tout à l'heure. En fait, ça ne marche pas parce que il y a une petite configuration que j'ai oublié de faire, c'est de activer les Row Level Security Policies. En fait, les règles, les RLS, pour les intimes, ça permet de s'assurer par exemple que certaines données ne sont accessibles que pour certains utilisateurs. Donc nous, ce qu'on va faire pour que ça fonctionne, donc je vais définir une nouvelle règle politique de sécurité. Et derrière, je vais lui donner un petit nom qu'on va appeler name. Je vais autoriser tous les droits pour cette politique-là. Et je vais retourner un trou ici. Et il va le retrouver ici. Je vais faire review. Et puis je vais sauvegarder. Et une fois que j'ai fait ça, si je rafraîchis mon test, là, vous voyez qu'il y a bien les deux entrées de ma table qui vont s'afficher. Et pour bien confirmer que ça fonctionne bien, je vais retourner dans ma table. Team, et je vais insérer une nouvelle ligne.
que j'ai nommé team flowfrance@gmail.com. Et si je vais save, et que je rafraîchis mon test, là vous voyez bien qu'il y a team qui s'affiche.